Les souvenirs. Le Premier ministre dit que les masques doivent être obligatoires, de la même manière que l'école est obligatoire, et que nous lui répondons, si les masques sont obligatoires, ils doivent être gratuits, et les Français doivent pouvoir en avoir. Parce qu'aujourd'hui, dans mon département, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, à Pantin, dans ma circonscription, il y a des familles qui n'ont plus les moyens de se nourrir à cause de la crise. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même une solution que grâce à la solidarité des citoyens qui font des collectes alimentaires, etc., eh bien, le jour où on va leur dire, vous devez choisir entre nourrir vos enfants et mettre des masques, achetez des masques. Quels vont-ils faire? Ils vont forcément choisir de nourrir leurs enfants, c'est normal, c'est humain. Et en faisant cela, ils vont se mettre en danger. Ils vont mettre en danger leur famille, ils vont mettre en danger leurs voisins, ils vont mettre en danger la société qui va voir la pandémie repartir. Il s'agit là d'une question sociale, il s'agit d'une question sanitaire, il s'agit d'une question d'égalité. Les masques, si les masques sont obligatoires, ils doivent être fournis par l'État. C'est ce que font la Grèce, c'est ce que fait l'Espagne, c'est ce que font les villes. Mais cela ne peut pas reposer sur les élus locaux qui n'ont pas forcément les capacités de gérer des commandes importantes venant de Chine, parce que nous avons perdu la capacité de fabriquer ces masques en France et que le gouvernement n'a pas réquisitionné les usines textiles nécessaires pour produire suffisamment de masques que notre pays a besoin. Et donc, voilà, il faut que les masques soient gratuits, s'ils sont obligatoires. Restons sur cette question qui est essentielle, la question sociale. Tout à l'heure, nous étions en ligne et en duplex avec le président de la région Sud, Renaud Muselier, qui nous alertait également sur une paupérisation de plus en plus importante. Et là, on parle aussi des classes moyennes avec presque une observation à l'œil nu d'une forme de déclassement. En Seine-Saint-Denis, bien sûr, on connaît les difficultés. Elles sont déjà très présentes, très ancrées dans votre territoire. Est-ce que vous, Bastien Lachaud, vous le voyez, est-ce que des citoyens que vous connaissez, etc., tirent la sonnette d'alarme en vous disant, regardez, nous, dans nos territoires, on ne peut plus, tout simplement, plus cette situation va durer, plus un risque de déflagration sociale et familiale, parce que souvent c'est lié, peut avoir lieu? C'est évident. C'est évident. Hier encore, je visitais les associations, les mouvements de solidarité qui se sont spontanément mis en place et qu'il faut saluer avec les buts du confinement. Et moi, les volontaires me disaient, mais on livrait 300 paniers repas au début. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de familles qui dépendent pour se nourrir de cette aide alimentaire. Et leur angoisse, c'est de dire, mais aujourd'hui, le jour du déconfinement, nous n'aurons plus ces bénévoles, il y aura moins de solidarité, etc. Et qu'allons-nous faire pour ces familles? Parce que la réalité, c'est que le jour si le déconfinement a lieu, il y aura ces familles qui souffrent et il y aura tous ceux qui vont être frappés par la pénurie, qui vont encore nourrir les files d'attente de ces associations. Et donc, aujourd'hui, l'État n'arrête pas de nous dire que ce que fait les associations, c'est génial, ça suffit pour répondre à la crise. Non, ça ne suffit pas. C'est insuffisant. C'est merveilleux que cette solidarité, mais nous ne pouvons pas bâtir une solidarité après le confinement. L'État doit jouer son rôle. C'est pour cela que les gens payent des impôts. C'est pour cela que ce budget de l'État doit permettre de résoudre, d'atténuer, de résoudre cette crise sociale qui n'est pas un avenir, mais qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Et le gouvernement doit, par exemple, restaurer l'ISF. Le gouvernement doit revenir sur les baisses des APL qui ont marqué le début du mandat d'Emmanuel Macron. Il doit envoyer des gestes forts pour que l'argent arrive tout de suite. La prime. Après, il en reste un seul. C'est une
rôle, elle doit être beaucoup plus importante, elle doit arriver tout de suite, elle doit être mondiale, elle doit être aussi les familles qui en ont besoin, elle doit être voilà. Et pour conclure, pour votre territoire, on sait au vu des chiffres de santé publique, France, que la Seine-Saint-Denis est en souffrance, est en difficulté évidemment face au Covid-19 et que vous ferez partie des départements rouges selon cette nouvelle cartographie de la France. Ça me semble évident. Nous sommes un département qui est sous-équipé en termes médicaux. Nous sommes un département Dernier, après j'en ai plus. pauvre, donc ce soit et plus fragile vis-à-vis du virus. Nous sommes aussi un département avec une population très précaire qui ne peut pas télétravailler et qui continue à travailler. C'est pour cela que sur la ministère sont bondés et les habitants de notre département subissent d'autant plus la maladie. Nous avons un taux de surmortalité terrifiant dans notre département. C'est-à-dire que nous avons des populations les plus pauvres qui sont en train de mourir le plus de cette maladie, qui souffrent de la faim, et on leur demande maintenant de payer eux-mêmes leur masque. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont le gouvernement traite la situation. Votre interpellation. Merci Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être intervenu en direct dans l'émission. On a vu préciser évidemment ce déconfinement sera progressif et sous condition. Oui, ce déconfinement se fera à deux vitesses. Il faudra respecter le code couleur. La France sera rouge et vert en fonction de la propagation du Covid-19. L'objectif, surtout du gouvernement, l'exécutif, c'est d'éviter l'apparition d'une deuxième vague. Effectivement, le conseil scientifique l'écrit dans le dernier rapport qu'il a publié ce week-end au moment de la sortie du confinement. Si toutes les mesures, vous allez voir, de contrôle sont levées d'un coup, et bien une seconde vague épidémique de Covid-19 est attendue. La période de confinement nous a permis de réduire de 84% la transmission du virus, le nombre de personnes infectées. On parle souvent de ce fameux R0 est passé de 3,3 à 0,5 durant cette période de confinement, c'est-à-dire qu'à partir de la levée du confinement, eh bien, on aura de nouveaux contacts entre les individus et cela entraînera donc une élévation de ce R0. Le but, eh bien, à partir du 11 mai, vous l'avez vu sur ce carton, c'est de maintenir ce R0 autour de 1, c'est-à-dire qu'un malade contamine au maximum une personne de son entourage. C'est pour cela qu'on va vers un renforcement des gestes barrières. On a entendu Édouard Philippe à l'Assemblée les décrire hier, premièrement avec la généralisation du port du masque, notamment dans les transports en commun, et que les cas contacts seront en permanence identifiés. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a ce cas positif, ce sont les personnes qui ont été donc dans l'entourage de ce cas positif qui seront amenées à être testées. L'objectif du gouvernement, c'est de casser ces chaînes de contamination et donc de contenir l'épidémie. Cela n'éliminera pas totalement les contaminations entre les individus, mais ces mesures modifieront à la fois la hauteur, la date d'arrivée et la durée de cette deuxième vague si la France est en pleine deuxième vague. Bien sûr, avec ce risque et cette épée de Damoclès sur nos têtes, pas seulement en France, ailleurs aussi dans le monde. Alors il y a ce sujet qui est un autre sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, de questions et d'inquiétudes aussi de votre part, ce sont les transports. On va en parler avec notre invité Thierry Babet. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews, secrétaire général de l'UNSA RATP. Thierry Babet, masque obligatoire dans les transports. Il y aura, le secrétaire d'État en charge du transport l'a confirmé ce matin, il y aura contrôle et puis verbalisation. Mais par qui va verbaliser et contrôler? J'espère qu'en tout premier lieu, ce sont les forces de police qui seront chargées de cette mission, mais nous savons d'ores et déjà que nos agents de sécurité et nos agents de contrôle devraient être habilités à verbaliser au besoin le défaut de port de masque. Il y a aussi l'importance des gestes barrières, la distanciation physique. Alors évidemment, on pointe, c'est une possibilité que ça peut repointer, mais on espère que le 11 mai, ce sera un trafic qui va rester mesuré, contrôlé malgré tout. Comment est-ce que ça va se passer? Il peut y avoir des marquages au sol, mais est-ce que là encore, les agents, les opérateurs vont réguler ce flux? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça sera en tout cas très très compliqué. Toutes les mesures vont être prises par l'entreprise pour le confinement. Il faut parler de marquage au sol.
Il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie, des messages sonores dans les stations, sans aucun doute. Mais après, envisager que ce soit les agents qui fassent du filtrage, voire empêchent les usagers de monter dans un train ou dans un bus, c'est complètement utopique. Il y a aussi la question de la distanciation. Alors là, on parle vraiment du métro parisien. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse condamner un siège sur deux? Le Premier ministre l'a évoqué hier, mais il n'y a pas trop de confirmation aujourd'hui. Qu'en est-il? Est-ce que c'est envisageable? Et à partir du 11 mai? Alors, nous avions hier une intersyndicale de présentation du pré-plan de déconfinement à la RATP, et à ce moment-là, la condamnation d'un siège sur deux n'était pas envisagée. Ça a été un peu l'effet surprise. Donc, selon les démons, et là je vous encourage, soit on démarque par des speakers pour indiquer que la vie, on ne doit pas se l'asseoir. Mais je dirais que les gens qui ne s'assoient pas dans un siège, ils seront debout. Donc la commission ne sera pas réglée. C'est complètement, là encore, une mesure très étonnante.